Bonjour. Dans ce dernier cours sur le filtrage, nous allons discuter de méthodes alternatives à la synthèse cascade. À la différence de l'approche de synthèse en cascade, ces méthodes dites globales ou directes s'appliquent en fait aussi bien à la synthèse de filtres passifs qu'à la synthèse de filtres actifs. Alors, ces méthodes de synthèse globale cherchent à réaliser une fonction de transfert de filtre en une seule fois, sans la factoriser et décomposer le circuit en étages. Alors il y a en fait encore une fois de nombreuses techniques de synthèse globale qui existent et en fait ces techniques ont été mises au point initialement pour la synthèse de filtres passifs. Ces filtres passifs, on le verra, ont typiquement une structure particulière dite en échelle. Du point de vue pratique, on verra qu'on dispose en fait de prototypes de filtres passifs qui approximent le passband normalisé et qu'on peut dénormaliser directement vers le circuit qui nous intéresse. Alors, un des avantages principaux de ces circuits en échelle est leur faible sensibilité aux variations des composants. En particulier, les circuits réalisés par ce genre de technique sont typiquement moins sensibles que les circuits réalisés en cascade, si jamais certaines valeurs de composants changent. Alors, à partir des circuits passifs en échelle, on obtient une des méthodes standards de synthèse globale de filtre actif, qui consiste simplement à simuler les bobines dans le filtre passif en échelle. Alors encore une fois, il y a différentes façons de faire ça, mais une façon classique est en utilisant ce qu'on appelle un convertisseur d'impédance généralisé. Donc dans ce cours, nous couvrons ici les derniers blocs qui n'ont pas été encore discutés dans ce diagramme. Les approches de synthèse globale fonctionnent aussi normalement par dénormalisation d'un passe-bas normalisé. Donc on veut partir d'un filtre de Butterworth par exemple ou de Chebyshev qui approxime le passe-bas normalisé. Mais ensuite, au lieu de dénormaliser la fonction de transfert, on pourra partir d'un prototype qui réalise cette approximation du passe-bas normalisé et dénormaliser ce circuit prototype. Cette dénormalisation du circuit prototype correspond en fait à une transformation de composants. Et à la fin, il faudra typiquement faire un ajustement supplémentaire au moyen de la dénormalisation en impédance que j'avais introduite au cours précédent. Alors si on dispose des bons filtres prototypes, cette approche ici en fait est plus rapide typiquement que l'approche par la synthèse en cascade. Alors maintenant que vous avez un peu plus d'expérience en filtrage, je voudrais dire quelques mots sur les différentes méthodes qui existent pour la conception de filtres analogiques. En fait, le choix d'une méthode ou d'une technologie particulière dépend principalement de la plage de fréquence qu'on veut traiter. Alors, les filtres à base de résistance, condensateur et ampli-op vont être utilisables aujourd'hui dans une relativement large gamme de fréquences. À partir des très basses fréquences, ici, si on peut utiliser des composants discrets, et si on doit implémenter le circuit sur un circuit intégré, typiquement on ne pourra pas aller aux trop basses fréquences à cause de la taille de nos composants, mais on pourra aller à des plus hautes fréquences ici jusqu'à l'ordre du gigahertz. Alors plus on ira vers les hautes fréquences ici avec nos circuits actifs, plus il faudra utiliser des ampli-op qui ont de bonnes propriétés, voire d'autres types d'amplificateurs, comme les amplificateurs à transconductance. Pour les filtres à implémenter un circuit intégré pour des fréquences, disons, en dessous du mégahertz, il y a une autre technique que j'ai mentionnée quelques reprises, qui est la technique de synthèse de filtres à capacité commutée, ici, et qui est très populaire aujourd'hui. Les filtres passifs qu'on discutera aujourd'hui s'utilisent pour des fréquences, disons, du kHz jusqu'à des fréquences du gigahertz, voire plus. En fait, à l'inverse des filtres actifs, les filtres passifs sont plus faciles à utiliser à haute fréquence, car à basse fréquence, on se retrouve à avoir à utiliser de grosses inductances en particulier. Enfin, à plus haute fréquence, disons si on veut travailler confortablement dans la gamme du gigahertz et plus,
Les technologies qu'on va utiliser pour la synthèse de filtres sont complètement différentes. Et pour les couvrir, vous devrez prendre un cours de circuit radiofréquence. Alors on retrouve des filtres qui doivent travailler à ce genre de haute fréquence, par exemple dans les systèmes de communication. Donc dans ce cours, je vais tout d'abord parler de réalisation passive de fonctions de transfert et en particulier de filtres en échelle. Et dans la deuxième partie du cours, je reviendrai sur la synthèse de filtres actifs avec deux techniques. La première qui permet de simuler des filtres passifs au moyen du convertisseur d'impédance généralisé. Et la deuxième qui est la synthèse directe ou globale par modèle d'état. Cette dernière approche ici est en fait une généralisation du filtre à variable d'état qu'on avait rencontré au dernier cours à des fonctions de transfert d'ordre quelconque. Donc dans cette première sous-partie, nous voyons une approche pratique qui vous permet de réaliser rapidement un filtre donné à partir d'un prototype. Alors pour ça, je vais parler aussi de la forme de ces prototypes qui sont des filtres dits en échelle. Alors les filtres passifs vont imposer certaines contraintes sur les fonctions de transfert qu'on peut réaliser. Donc par exemple sur cette diapositive, intéressons-nous à la réalisation de fonctions de transfert d'ordre 1 au moyen d'un filtre passif. Donc puisqu'on a un circuit d'ordre 1, on ne va pouvoir utiliser qu'un seul type d'élément dynamique, sinon si on utilisait à la fois condensateur et inductance, on aurait un circuit d'ordre 2. Donc ici, comme c'est typiquement le cas, je vais utiliser des condensateurs. Et je considère l'architecture assez générale suivante ici, avec un condensateur en parallèle d'une résistance dans la branche qu'on appelle en série et dans la branche qu'on appelle en parallèle. Alors un petit calcul rapide vous donne que pour ce circuit ici, la fonction de transfert VO sur VI est égale à cette fonction linéaire divisée par cette autre fonction linéaire où G1 et G2 sont les conductances des résistances. Donc dans cette forme générale ici, ce circuit permet de réaliser une fonction bilinéaire, c'est-à-dire une fonction linéaire sur linéaire, avec un 0 à moins 1 sur R1C1 et un pôle à moins G1 plus G2 divisé par C1 plus C2. Alors notez que ce 0 et ce pôle sont nécessairement à gauche du plan complexe. En particulier avec les filtres passifs comme ici, on n'aura pas de problème de stabilité, tous nos circuits seront stables. Et aussi, on ne pourra pas placer le 0 à droite ici. Avec un circuit actif comme on avait introduit au dernier cours, par contre, on pourrait réaliser un 0 à droite, voire une fonction de transfert instable. Aussi, on voit qu'il y a une contrainte sur le gain qu'on peut réaliser entre VI et VO. Le gain statique en particulier est égal à G1 divisé par G1 plus G2. Donc on va avoir une chute de tension basse fréquence qu'on peut prédire en fait directement en regardant le circuit parce qu'aux basses fréquences les capacités sont essentiellement des circuits ouverts et donc on a un diviseur de tension et VO est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VI. Alors ce phénomène est général. Quand on utilisera des filtres passifs, on va avoir une baisse du niveau du signal entre l'entrée et la sortie. Et encore une fois, c'est une différence avec les filtres actifs qui peuvent inclure un gain sans problème. Les circuits en échelle maintenant sont les circuits qu'on utilise classiquement pour réaliser des filtres passifs. Et leur topologie généralise la topologie du circuit d'ordre 1 précédent en rajoutant des étages. Alors je montre sur cette première figure ici la topologie générale. À gauche l'entrée et une première branche ici qu'on dira branche en série. Et une deuxième branche ici qu'on dira branche en parallèle. Après ça, le circuit alterne entre branche en série et branche en parallèle jusqu'à la sortie ici. Le nombre d'étages entre l'entrée et la sortie est dicté par l'ordre du filtre qu'on veut réaliser. Alors par exemple, voici ici sur cette deuxième figure la structure d'un filtre passe-bas d'ordre 7. Alors pour ces circuits en échelle, il y a une notion très importante qui est comment créer des zéros
ou comment couper la transmission du signal à certaines fréquences. Alors quand je dis certaines fréquences, ça inclut les fréquences à l'infini, parce que si on veut réaliser par exemple un filtre passe-bas de Butterworth ou de Chebyshev, tous les zéros qu'on voudra mettre seront à l'infini. Donc pour réaliser ces zéros de transmission avec un circuit en échelle, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir à une certaine fréquence une impédance infinie dans une branche série. Donc clairement ici, si j'ai essentiellement un circuit ouvert à un moment donné dans une branche série, je coupe le signal entre l'entrée et la sortie. La deuxième façon dans un circuit en échelle de couper la transmission du signal est d'avoir une impédance nulle dans une branche en parallèle. Donc clairement, si je relie ici les deux terminaux par un fil, je vais obtenir Vout ici égale 0. Alors cette idée nous permet de voir que le filtre en bas ici est bien un passe-bas. En effet, à haute fréquence, les bobines vont se comporter comme des circuits ouverts, leurs impédances vont tendre vers l'infini. Et pour les condensateurs, leur impédance va tendre vers 0. Donc dans ce circuit, à haute fréquence, chaque branche ici, qu'elle soit en parallèle ou en série, contribue à atténuer la transmission du signal. De même, on peut analyser immédiatement où se trouvent les zéros de transmission du circuit en échelle montré ici. Donc en particulier, un condensateur ici en parallèle a son impédance qui tend vers 0 à l'infini, donc il crée un 0 à l'infini. Une bobine en série crée aussi un 0 à l'infini car son impédance tend vers l'infini quand oméga tend vers l'infini. A l'inverse, si j'ai ici comme C8 un condensateur en série, son impédance tend vers l'infini quand oméga tend vers 0, et donc il crée un 0 à 0. Ça veut dire que pour cette fonction de transfert, je vais avoir un S au numérateur. Si j'ai un circuit résonant LC parallèle ici, eh bien à la fréquence de résonance de ce circuit, il va se comporter comme un circuit ouvert et donc ajouter un 0, couper la transmission. Même chose si je mets un circuit LC résonant en parallèle ici. L'impédance va être 0 à la pulsation de résonance et donc j'introduis un 0 pour ma fonction de transfert. Donc ces circuits résonants LC parallèles quand je les mets dans les branches en série ou série quand je les mets en branches en parallèle vont permettre d'introduire des termes S plus ou moins J oméga dans le numérateur de la fonction de transfert. Enfin, si je veux créer un 0 réel, je peux utiliser des circuits RL, comme ici, ou RC, avec la contrainte toutefois, encore une fois, que le 0 créé sera nécessairement sur l'axe des réels, mais à gauche du plan complexe. En résumé, avec ce genre de circuit, je peux créer mes zéros à gauche sur l'axe des réels ainsi que sur l'axe des imaginaires. Alors les filtres qui vont nous intéresser plus particulièrement sont dits circuits LC en échelle et leur structure va être la suivante. Entre l'entrée et la sortie ici, j'ai d'abord une résistance d'entrée, ensuite un certain nombre de branches en série et en parallèle, une résistance de sortie, et à l'intérieur ici de mon circuit LC en échelle, je n'ai que des bobines et des condensateurs. En d'autres termes, entre les résistances d'entrée et de sortie ici, ce quadripôle ne perd pas d'énergie. Alors ça, c'est désirable dans un circuit passif pour essayer de limiter le plus possible la perte de signal quand la taille ici du circuit augmente. Alors il existe un ensemble de techniques qui permettent de choisir quel élément utiliser dans les branches série et parallèles afin de réaliser une fonction de transfert qui nous intéresse. On pourrait aussi avoir soit RS égale 0, soit RL égale l'infini ici, donc un circuit ouvert en sortie. Mais la structure la plus populaire a à la fois RS non nul et RL différent de l'infini, car c'est la topologie qui donne la plus faible sensibilité aux variations de composants. Alors on ne verra pas les méthodes de synthèse de circuits LC en échelle de manière détaillée, mais je donnerai un petit aperçu.
En pratique, ce que ces méthodes de synthèse de circuits LC en échelle nous donnent, ce sont des prototypes de circuits passifs qui approximent un passe-bas normalisé de type Butterworth, Chebyshev et autres. Alors ces prototypes, vous pouvez les trouver tabulés dans des livres, de la même façon qu'on avait des tables qui donnaient les fonctions de transfert des filtres classiques. Et je donne ici un exemple de table que vous pourrez trouver. Donc, que vous dit cette table? Elle vous dit ici que ces circuits permettent de synthétiser des filtres de Butterworth. Ce sont des filtres normalisés et leur fréquence de coupure est à 1 radian par seconde. Et half power frequency ici dit que c'est bien la fréquence de coupure à moins 3 dB. En particulier dans la fonction de transfert de nos fils de Butterworth, ça correspond à epsilon égale 1. Alors ici, vous noterez qu'on ne parle pas du tout de fonction de transfert, on va parler directement des circuits. Donc la structure de nos filtres approximant le passe-bas normalisé ici est la suivante. On a une impédance d'entrée qui est une résistance de 1 ohm. En sortie, on a une résistance de 1 ohm. Et entre les deux, on a un circuit LC en échelle avec des capacités en parallèle et des bobines en série. Donc cette structure nous permet bien d'avoir tous nos zéros à l'infini, comme c'est nécessaire pour nos passe-bas de Butterworth ou Chebyshev. Alors la table vous donne en fait une deuxième structure possible, où vous pourriez commencer par mettre une bobine en série au lieu de mettre une capacité en parallèle. Donc la première structure ici utilise plus de condensateurs, la deuxième structure ici utilise plus de bobines. Et ensuite, la table ici vous donne les valeurs de vos éléments. Donc supposons par exemple qu'on veuille réaliser un filtre de Butterworth d'ordre 3 approximant le passe-bas normalisé. Eh bien, en prenant la première structure ici, on va commencer par une capacité de 1 farad qu'on peut lire ici, C1 égale 1. Ensuite, on mettra une bobine de 2 Henry. Et enfin, une capacité ici de 1 farad à nouveau. J'utilisais à la place la structure du bas. Alors, il faudrait commencer par une bobine de 1 Henry, ici, puis une capacité C2 de 2 farad, et enfin une autre bobine ici pour L3 de 1 Henry. Alors ces valeurs de composants ainsi que ces résistances de 1 ohm ici peuvent sembler irréalistes, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va ajuster à la fin aux valeurs qui nous intéressent à l'aide de la dénormalisation en impédance. Voici des tables maintenant qui vous donnent les circuits LC en échelle réalisant des filtres de Chebyshev. Encore une fois, on parle ici d'approximation du passe-bas normalisé avec sa fréquence ωp à 1 radian par seconde. Ici, par contre, et comme pour les tables de fonction de transfert de fil de Chebyshev, il y aura des tables différentes suivant les valeurs de Amax. Voilà la table, par exemple, pour un Amax, une atténuation maximale dans la bande passante de 0,1 dB, pour un Amax de 0,5 dB et pour un Amax de 1 dB. Les fils de Chebyshev, comme les passe-bas de Butterworth, ont tous leurs zéros à l'infini, et donc ils ont la même structure ici, avec des capacités en parallèle et des bobines en série. Ces tables se lisent de la même façon. Notez toutefois que pour les ordres pairs, ici, par exemple 2, 4, etc., les valeurs de R1 et de R2 sont différentes. Vous avez ici les valeurs de R2. Et cette différence est liée au fait que le gain statique des fils de Chebyshev passe bas commence à moins Amax en décibels au lieu de commencer à 0 dans le cas n pair. Alors en parlant de gain statique, notons que à la fois pour les filtres de Butterworth et pour les filtres de Chebyshev, le gain statique n'est pas 1 en général. On a une perte de signal. Donc on peut le voir ici, aux très basses fréquences, les capacités ici sont comme des circuits ouverts, les bobines ici sont comme des circuits fermés.
Et donc on a un diviseur de tension R2 divisé par R1 plus R2 entre VI et VO. Donc en particulier dans le cas où R1 est égal à R2, on obtient VO égale 1 demi de VI aux basses fréquences. Donc dans ce cas, on a un gain statique de 1 demi, et quand on parle de Amax égale 0,1 dB, ça veut dire un 0,1 dB en dessous de ce gain statique, bien sûr. En d'autres termes, sur le diagramme de Bode en magnitude, on va commencer à moins 6 dB, et puis à oméga égale 1 radian par seconde, on sera à moins 6,1 dB pour la première table, moins 6,5 dB pour la deuxième table, et moins 7 dB pour la troisième table. Enfin, si vous regardiez les tables de circuits prototypes pour des filtres elliptiques, vous verriez, à l'inverse des fils de Chebyshev et de Butterworth, des sections LC résonantes. Et ces sections LC résonantes sont nécessaires pour produire les zéros finis qu'on a dans les filtres elliptiques. Alors bien sûr, ces zéros finis sont dans la bande d'arrêt. Voici encore une fois à titre d'exemple un filtre elliptique passe-bas d'ordre 9. Alors ici, ce filtre a déjà été dénormalisé en fréquence et aussi en impédance. Donc sa bande passante, on peut lire, est de 1 MHz. Son Amax est de 0,1 dB. Et il a été nu d'au moins 60 dB dans la bande d'arrêt qui commence à 1,107 MHz. Vous voyez que bien que ce soit un passe-bas, il a bien ces sections LC résonantes dans les branches en série qui permettent de créer les zéros finis dans la bande d'arrêt. Alors une fois qu'on a trouvé le bon circuit prototype approximant le passe-bas normalisé pour les spécifications qu'il nous faut, il reste à dénormaliser ce circuit prototype pour obtenir le circuit final qui nous intéresse. Donc pour résumer, l'approche est la suivante. On part d'un gabarit avec des spécifications qu'on veut réaliser. On en déduit le gabarit désiré pour le passe-bas normalisé. Ensuite, on trouve un circuit prototype qui satisfait ce gabarit de passe-bas normalisé. En particulier, la fréquence de ce passe-bas normalisé, la pulsation de coupure est à 1 radian par seconde. Et enfin, on va faire une dénormalisation de ce circuit prototype directement, sans repasser par la fonction de transfert, pour obtenir un filtre du type qu'on désire. Donc cette dénormalisation en fréquence va être discutée dans cette diapositive et la suivante. Mais notez encore une fois que dans cette approche, on ne manipulera jamais les fonctions de transfert à condition d'avoir le bon prototype dans une table. À la fin, il faudra aussi faire une dénormalisation en impédance pour ajuster en particulier les résistances aux valeurs qui nous intéressent. Alors la dénormalisation en fréquence, ici, se fait directement à partir du prototype en remplaçant ses composants et sans passer par la fonction de transfert. L'idée, par contre, derrière cette substitution de composants suit la même idée que la dénormalisation en fréquence qu'on avait discuté au premier cours. En particulier, si j'appelle S tilde ici la variable pour le passe-bas normalisé, eh bien quand ce passe-bas normalisé contient une impédance LS tilde d'une bobine, pour la dénormalisation, on va remplacer cette impédance LS tilde par une impédance L multipliée par F de S, où F de S ici est la transformation en fréquence vers le bon type de filtre qu'on avait introduit dans le premier cours sur le filtrage. Aussi, lors de cette dénormalisation en fréquence, les résistances qu'on trouve à l'entrée et à la sortie en particulier restent inchangées. Donc seulement les bobines et les condensateurs vont être substitués. Alors prenons un exemple, celle de la transformation du passe-bas normalisé vers un passe-band. Comme on l'avait vu, cette transformation correspond à la substitution de variables S tilde pour le passe-bas est égale à S carré plus oméga 0 carré sur BS, où oméga 0 est la fréquence centrale de notre passe-bande et B est sa largeur de bande. Donc dans le passe-bas, une bobine LS tilde va être remplacée
par un circuit dont l'impédance est Ls carré plus oméga 0 carré sur Bs, ou en d'autres termes, son impédance est L sur B fois S, plus L oméga 0 carré sur Bs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un circuit qui a cette impédance? Eh bien c'est simplement deux composants, une bobine d'inductance L sur B en série avec un condensateur de capacité B divisé par oméga 0 carré L. On peut maintenant faire le même raisonnement pour chaque type de filtre et on obtient le tableau suivant. Dans ce tableau, la première colonne ici vous montre un certain composant dans votre passe-bas normalisé. Le circuit du passe-bas normalisé, vous l'avez obtenu par exemple en utilisant les tables. Ensuite, vous allez utiliser les différentes colonnes ici en fonction du filtre que vous voulez effectivement réaliser. Donc si par exemple vous voulez réaliser un passe-bas avec sa bande passante finissant à oméga p au lieu de 1 radian par seconde, eh bien on avait vu que la transformation, la substitution de variables est S tilde est égale à S sur oméga p. En termes de substitution de composants dans notre passe-bas normalisé, les bobines d'inductance L vont être transformées en des bobines d'inductance L divisé par oméga p. Les condensateurs de capacité C, eux, dans votre passe-bas normalisé, vont être transformés en des condensateurs de capacité C divisé par oméga p dans votre passe-bas à oméga p. En particulier, vous voyez que les grandes valeurs d'inductance qu'on avait dans notre passe-bas normalisé dans les tables vont être divisées par oméga p une fois qu'on veut réaliser des filtres plus réalistes. Alors c'est le même principe pour les autres colonnes. Si vous vouliez réaliser un passe-haut, eh bien vous transformeriez les bobines dans votre passe-bas normalisé en des condensateurs de capacité 1 divisé par L oméga p. Les condensateurs, eux, seraient transformés en bobines d'inductance 1 sur C oméga p. Enfin, si vous vouliez réaliser par exemple un coupe-bande, eh bien, si vous avez une bobine dans votre passe-bas normalisé, vous la remplacez par une combinaison parallèle d'un condensateur de capacité 1 sur Bl et d'une bobine d'inductance Bl sur oméga 0 carré. Le condensateur, lui, va être remplacé par une bobine et un condensateur en série. Finalement, après cette dénormalisation en fréquence, votre design va typiquement se terminer par une dénormalisation en impédance que je rappelle ici. Alors encore une fois, ces dénormalisations sont pour des fonctions de transfert qui n'ont pas d'unité, qui sont par exemple typiquement des rapports de tension. Et cette dénormalisation en impédance va vous permettre de multiplier toutes vos résistances par un coefficient alpha, à condition que vous multipliez toutes vos autres impédances par alpha, c'est-à-dire que vous devez multiplier aussi toutes les inductances par alpha et diviser toutes vos capacités par alpha. Donc cette idée avait été introduite au cours précédent auquel vous pouvez vous référer. Alors pour vous exercer à la manipulation de ces techniques, je vous donne les spécifications suivantes. On veut réaliser un filtre passif passe-bande en échelle avec une résistance de source et de charge, c'est-à-dire à l'entrée et à la sortie de 50 ohms, non pas 1 ohm. L'atténuation, je vous demande, aux hautes fréquences doit être de 60 dB par décade. Donc ça va vous donner une idée ici sur l'ordre du filtre que vous devez réaliser. La fréquence centrale de votre bande passante est de 230 kHz. Et on veut un filtre dont le gain est optimalement plat, donc il faudra se rappeler ce que ça veut dire en termes de type d'approximation, avec une largeur de bande de 28 kHz. Enfin, je vous demande que l'atténuation dans la bande passante maximale soit de 0,5 dB. Alors notez encore une fois que ça sera 0,5 dB en dessous du gain maximum de votre fonction de transfert et que ce gain maximum pour un filtre passif ne sera pas 0 dB. Typiquement avec vos circuits en échelle, vous aurez un gain maximum par exemple de moins 6 dB.